jour, du matin au soir. Vivez à fond. Vivez à fond les programmes d'Équilibre Radio. Euromillion Monde, suis Équilibre Radio. Euromillion Monde, My Million, suis Équilibre Radio. Euromillion Monde, je suis Équilibre Radio. Vivez la vie à fond. De retour sur le plateau d'Équilibre Radio et Télévision, nous sommes honorés, comme nous l'avons annoncé sur nos différentes plateformes depuis l'avant-week-end, d'être en compagnie ce matin de l'honorable Guy Valentin Kouidi. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, chers présentateurs. Bonjour à tous les co-présentateurs et aux services techniques, sans oublier les milliers téléspectateurs d'Équilibre Radio. Merci d'avoir fait le déplacement. Avec vous, Véronique et moi-même, nous allons aborder des questions qui touchent au Cameroun, à son unité, mais aussi à la quiétude de ses populations, au foncier qui, au Cameroun, risque d'être un véritable activateur d'une bombe sociale aux conséquences incommensurables. On a un cas qui nous pend sous la main actuellement, le cas de Dikolo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien la cartographie du Cameroun. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun en Afrique centrale, bien sûr. Alors, honorable, on va peut-être d'abord commencer à aller du plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire le Cameroun, avant d'aborder le particularisme ou les particularités de la ville de Douala et notamment au lieu Akwa. Vous sortez, le Cameroun sort de la célébration de 50 ans d'unité et le contexte, on le connaît. Le Cameroun francophone, le Cameroun oriental et occidental se sont réunis, mais 50 ans après, ce n'est pas la grande harmonie. Je pense aux violences qui secouent les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Comment, dans un tel contexte, on peut célébrer l'unité et l'harmonie? C'est très pénible. C'est très pénible parce que vous avez, en quelques mots, fait l'état des lieux. La question de savoir comment célébrer le 20 mai dans un contexte assez particulier, je répondais tout simplement que la nation se voulait de garder, n'est-ce pas, cette date mémorable dans les esprits. Et c'est une forme de message à passer. En disant, voilà, le Cameroun, c'est toujours un pays. Nous avons des frustrations de la part de nos frères des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Mais nous sommes un pays qui a ses défauts, mais qui sûrement se veut de rester uni. Voilà. Alors, cette unité, elle n'est pas encore vraiment un acquis. Au vu des déchirements qu'il y a dans ces différentes régions, aussi des frères d'un même pays qui se tirent dessus. Et il y a même une revendication au retour au statut d'avant, c'est-à-dire qu'on ait un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. Alors, déjà, je ne voudrais pas dire que ce n'est pas une réalité, n'est-ce pas? Dire que le Cameroun... 50 ans après, c'était juste du bluff. Je dis non. Il faut être reconnaissant et conscient que jusque dans les années 2010, pour ne pas dire très exactement 2014 ou 2018, le Cameroun se sentait un et indivisible. Je crois que au regard des
les attaques perpétuées dans l'extrême nord, dans le Grand Nord, n'est-ce pas, de la part de la secte islamique Boko Haram. Les Camerounais se sont tous levés pour soutenir notre septentrion. Maintenant, les réalités, les revendications du nord-ouest et du sud-ouest arrivent dans un contexte où, il faut le reconnaître, les administrateurs qui étaient en charge, n'est-ce pas, de la mission territoriale et la sécurité dans ces régions, parce que ça commence à partir des revendications d'étudiants, d'avocats et tout ça, n'ont pas fait montre de tact. Parce que dans ce qui s'est passé, si nous faisons une rétro, nous allons nous rendre compte que la revendication en elle-même était fondée. Bien même qu'ils vont brandir haut et fort le fait que ce soit pas encadré, mais la revendication, elle était là. Il faut souvent laisser de côté la forme dans ces cas de situation et regarder plutôt le fond. Voilà aujourd'hui, 6 ans plus tard, dans quelle position nous nous trouvons, que vous le vouliez ou pas. Alors, ce que vous dites, honorable, c'est que les revendications des enseignants et des magistrats, des avocats étaient tout à fait fondées. La réaction en face, c'est-à-dire les autorités, n'a pas été appropriée. Parce qu'il y a eu de la violence. Je ne voudrais pas dire les autorités, je voudrais dire les administrateurs. Oui. Vous voyez, parce que vous allez peut-être pointer du doigt un commissaire qui lui aussi suit des ordres. Je pense que dans une région, il y a une unité, qui est une personnalité en charge. Voilà. Donc, les revendications sont légitimes. Il ne faudrait pas qu'on se monte. Il faut accepter ça. La meilleure façon de commencer à penser la blessure, c'est d'accepter qu'il y a eu vice de forme ou bien certaines maladresses. À partir de là, tu reconnais le tort. Vous voyez, le rapport de force n'existe pas entre la population et les forces armées. Il n'y a pas de rapport de force. Tout au contraire, c'est la sécurité, c'est eux. Mais maintenant, leurs revendications légitimes, parce qu'il faut l'accepter comme ça, elles étaient légitimes, n'ont pas eu écho favorable auprès de ceux qui étaient en charge de l'administration à ce moment-là. Vous voyez un peu. Donc reconnaissons d'abord ça. Le Cameroun, depuis ces 6 ans, oui, il faut être honnête aussi de dire que ce n'est plus la grande unité. Parce que si on veut parler d'unité, il est important d'interpeller l'histoire même de l'unité nationale. D'accord? Et quand tu interpelles l'histoire de l'unité nationale, et tu te rends compte que, écoute, il y avait quand même des signatures sur certains éléments d'unification qui n'ont pas été respectés. Il faut être honnête de le dire. Moi, ce que je refuse, c'est le bain de sang. Ce que je refuse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai encore écouté, on parlait de près de 3000 morts et 500 déplacés internes entre ces deux régions. Vous vous rendez compte de ces vies-là qui sont en train d'être perdues, de ces potentiels magistrats qui pouvaient apporter un plus à la nation, parce que, voilà, ils n'ont pas été écoutés au moment opportun. Et comme toujours, il y a toujours des personnes tapis dans l'ombre qui cherchent à orchestrer, n'est-ce pas, cette jeunesse pour dire, voilà, allez-y, faites ce que vous pouvez, on vous soutient, qui pour la plupart vivent de l'autre côté, dans un autre continent, qui ont fait des études au Cameroun, ont bénéficié des bourses, qui sont arrivés, sont devenus de grandes personnalités, qui récoltent des fonds à des fins de chaos. Moi, je dis non. Tout au contraire, le fait d'avoir quitté le pays, d'avoir épousé d'autres civilisations, voir comment ça marche. Vous pouvez rentrer, vous n'êtes pas obligé d'être membre d'un parti politique. Une société civile, ça vous suffit. Une ONG qui a la capacité à apporter un plus, voilà. Mais dire que vous allez prendre votre dû ou le dû des frères à côté pour venir orchestrer la jeunesse, dire voilà, prenez des armes, allez-y, mettez le chaos, criant au sécessionnisme, et puis, sans oublier qu'il y a des richesses de guerre. Pendant que vous vous battez, n'est-ce pas? Et aussi, ils se mettent plein dans les poches. Et après, c'est les familles qui perdent les enfants, et après, vous êtes étiqueté comme la famille de celui X, qui a été celui qui a décapité Y, YZ. Vous voyez des rancœurs qui vont grandir dans les esprits de la génération d'après. Or, je crois aussi que le dialogue national institué par le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait toute sa place.
On a un problème au Cameroun. C'est que pour la plupart du temps, des responsables ont l'impression d'être des dieux. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai eu une éducation avec eux et j'avais des valeurs qui m'inculquaient. Aujourd'hui, je ne les retrouve plus. Pourquoi? Donc, à un moment, il faut interpeller l'histoire, parce que déjà, nous connaissons très peu l'histoire de notre pays. Il faut interpeller l'histoire et rester focus, comme on dit généralement, ou rester ancré sur nos cultures. Parce que c'est de là qu'est partie la force pour l'unification du Cameroun. Il faut reconnaître ça. Moi, quand je me rappelle, je pense que toi, tu vas te rappeler aussi, dans les années 90, je suis jeune comme toi, mais il fallait le 15h, quand ça commençait, on accourait devant le téléviseur et puis on se plaçait comme ça, on chantait l'hymne national. Avec toute la fierté. Toute la fierté. On était fiers de parler du Cameroun pour dire on est prêt à laisser nos vies et ainsi de suite. Peut-être j'ai eu la chance que mon grand-père est né le même jour où Dola Mangabel a été tué. Donc il a vécu depuis sa tendre enfance, et c'est un nombre de choses qu'il m'a demandé, du moins, qu'il m'a inculqué, en sachant que voilà, le patriotisme, même si on le dit aujourd'hui, le patriotisme, beaucoup ne vont pas le reconnaître et en perte de valeur, il faut le savoir. Aujourd'hui, quand on veut parler d'unité, on parle de patriotisme, on parle de multiculturalisme, on essaye de regarder tout autour, mais qu'est-ce qu'on fait comme bilan? C'est plus ça. Aujourd'hui, s'il y a une levée de couleur dans un commissariat X, mais chacun va qu'à ses occupations. Et il n'a plus un temps d'arrêt, il s'en fout éperdument. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même l'éducation a un problème. Oui. Je vais vous donner un exemple. Nous avons nos frères cadets. Disons, prenons un enfant qui fait le BEPC. Le mec ou le jeune, il va à l'école. Mais du moins, il est plus captivé par les maths, français, du moins la langue, les mathématiques, les matières scientifiques et la morale, l'éducation civique, ces histoires, c'est plus son problème. Alors, si moi j'étais en charge de l'éducation au Cameroun, parce que pour parler d'unité nationale, il faut relancer l'éveil patriotique en milieu jeune. Moi, je parle beaucoup plus du milieu jeune, parce que c'est les jeunes qui sont orchestrés. Vous ne verrez pas des aînés, je ne veux pas citer des seniors. Si on veut, des seniors, des années 60, se lever, marcher dans les rues. Ils orchestrent la jeunesse. Donc il faut repenser la problématique liée au patriotisme. Parce que c'est à partir de là que nous allons dire, voilà, je suis Camerounais, le Cameroun c'est ça. Voilà les valeurs culturelles que nous avons au Cameroun. Et c'est un socle sur lequel on pourra s'appuyer pour redynamiser le patriotisme. Parce qu'en fait, le patriotisme qui se meurt aujourd'hui ouvre la porte à ces éléments, à ces fléaux que nous vivons. Il faut le reconnaître ainsi. Oui, mais honorable, dans le même temps, dans le même ordre d'idées, les dirigeants, ministres, directeurs généraux et autres ne sont pas des grands exemples de patriotisme, n'incitent pas beaucoup à la morale. Quand on voit celles et ceux qui tapent dans les caisses de l'État et qui nous en mettent plein la vue en termes d'exhibition, d'ostentation dans les boîtes de nuit, dans les lieux de plaisance, ça aussi, est-ce qu'on ne peut pas dire que le patriotisme s'est décomposé depuis le sommet? Non, dire que le patriotisme s'est décomposé depuis le sommet, non. À chacun ses responsabilités. Si tu éduques mal ton enfant, il ne sera pas un bon citoyen dans la société. Évitons de toujours trouver des raisons à côté. Moi, je suis contre ça. Vous connaissez mes positions. Quand il faut dire qu'ils ont mal fait, je leur dis, vous avez mal fait ici, parce que en fait, voilà ce que vous aurez dû faire. Maintenant, je ne veux pas les en vouloir. Moi, je ne vais pas pointer du doigt le fait que tu jouisses d'un certain nombre de privilèges et que tu utilises à ta guise. Mais je vais plutôt interpeller ce pourquoi ils ont dit oui. Parce que moi, je sais que le gouvernement, c'est se mettre au service du peuple. D'accord? Ce n'est pas le peuple qui se met au service du gouvernement, c'est le gouvernement qui se met au service du peuple. Si vous allez piquer dans les caisses, vous êtes un bandit. Point terminé. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, même si vous avez... Oui, mais dans votre pays, au Cameroun, il y a tout un gouvernement en prison, premier ministre, directeurs généraux. Moi, je pense même que, en toute honnêteté, n'est-ce pas, beaucoup vont dire que je suis difficile,
mais je le dis ouvertement, c'est parce que les sanctions sur le plan pénal ne font pas leur effet. Parce que je vais vous donner un exemple. On va dire que c'est des dictateurs. Mais si aujourd'hui, tu sais que tu as piqué dans la caisse de l'État, et que quand on te saisit, preuve à l'appui, tu sais que c'est une pendaison directe. Mon frère, qui n'aime pas la vie, ben attends, je vais m'éviter. Mais c'est parce qu'au fond, on a abanni un certain nombre de choses. Et il faut revenir à cet état sauvage, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est de la sauvagerie. Oui. Tu ne peux pas être... Donc, à la sauvagerie, il faut répondre par une Bien sauvagerie plus sûr, forte. il faut, on appelle ça des électrochocs. Il le faut. Qu'ils comprennent que c'est la sueur des Camerounais que vous avez entre les mains. D'accord? Qu'ils comprennent ça. C'est la sueur des Camerounais. Le contribuable, il le paie. Et tout, et tout, et tout. Donc, si tu es là, tu as une garde rapprochée, tu as la chance d'avoir un logement, d'être à l'abri du besoin élémentaire, de faire des voyages, d'être... parce qu'ils ont souvent les petits avantages qu'ils ont en fonction de leur poste, et que jusque-là, ça ne te suffit pas. Tu vas puiser 90, 4, 7, 8 milliards qui peuvent aider à goudronner ou à sortir les richesses de l'agriculture dans les champs de nos grands-parents, dans des zones dites agricoles, pour les mettre dans ta maison, pour les mettre dans tes comptes, et après te lever le torse en disant, te bomber le torse en disant, voilà, moi j'étais à Dubaï, j'étais, je sais pas, à Californie, j'ai un jet, mon cher frère, le président de la République, c'est un homme très amoureux. Mais à un moment, ça va sévir plus fort que ça. Ah oui. Nous avons la foi que... Parce que la nature va se charger de faire les choses. Oui, mais honorable, ça fait des années qu'on entend ça. Par exemple, dans la dernière Coupe d'Afrique qui s'est déroulée au Cameroun, il y avait des soupçons très forts de malversation, de détournement de plusieurs centaines, si ce n'est des milliers de millions, de milliards même de francs CFA. Le sac de ciment valait... On estimait qu'après la CAN, ça allait frapper très fort. La CAN, elle est terminée depuis février. Oui. Là, on est au mois de mai. Oui. On ne voit rien venir. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez rien vu venir que rien n'est fait. Hein. Il faut seulement voir quand il passe au TCS. Vous voyez? C'est-à-dire que... et c'est là où j'interpelle les milieux. Je demande qu'il y ait aussi une facilité d'investigation pour les médias en matière de gestion de la chose publique. Vous comprenez un peu? Parce que là, quand vous avez des informations claires, quand vous les diffusez, vous savez de quoi tenir, quelle est la source. Mais maintenant, si nous entrons dans un jeu de dire, est-ce qu'ils ont été interpellés? Est-ce que c'est 3 mois après, hein? Nous connaissons, il faut faire des comptes, il faut des audits et tout ça. Donc, même si on veut interpeller quelqu'un, il faut avoir véritablement des preuves. Oui, mais honorable, je ne vous coupe pas. La Cour des comptes au Cameroun a produit des rapports établissant qu'il y avait eu de grossières malversations pour l'argent de la Covid, par exemple. On a parlé à cette époque de Covid-Gate. Les ministres, les dirigeants, les responsables mis en cause n'ont même pas daigné démissionner pour se mettre à la disposition de la justice. Dans d'autres pays, des soupçons aussi forts, aussi graves donneraient lieu à des mises à disposition de la justice. Mais quelle est l'image que cela renvoie d'avoir des ministres qui sont aussi gravement inculpés par la Cour des comptes, qui est une agence institutionnelle et qui donne des rapports objectifs, qui incrimine les responsables, les responsables. Non, enfin, c'est pas le lieu de les citer ici. Voilà, donc, mais ce que je voulais dire, cher frère, c'est que le Cameroun a ses réalités. On sait que la corruption gangrène le bon fonctionnement de nos institutions. On essaie tant bien que mal d'éradiquer ce phénomène, ce fléau. Ça peut être aujourd'hui la lenteur administrative, ou du moins judiciaire, peut-être causée par des corruptions, qui sait. Mais toujours est-il que les responsabilités vont être dégagées. Nous avons malheureusement, je ne sais pas si... moi, je ne saurais me réjouir de la mort d'autrui. Il y a eu un secrétaire général au ministère de la Santé qui était en charge de ce... fonds Covid et tout, qui malheureusement, peut-être avec lui, il y aurait beaucoup plus d'informations. Voilà, vous voyez un peu. Donc je me dis,
rien n'est nouveau. Certes, ils n'ont pas encore été inculpés, mais une chose est sûre. De la manière aujourd'hui, nous prenons les initiatives, nous parlons, nous essayons d'être à notre niveau responsable et je vais dire que assez humble de dire non. Oui. Il y a eu des choses. C'est de la même manière, l'impact suivra. Moi, comme je vous dis, j'ai été éduqué par mes grands-parents, j'ai des valeurs. Et je sais que la nature, ça ne joue pas. Vous voyez, ça ne joue pas. Et ça prend aussi son temps. Ça prend son temps. Ça prend son temps. Ne vous en faites pas. Ça prend son temps. Ok. Moi, je suis croyant. Maintenant, à force de parler de ces problèmes, comme nous le faisons tout de suite, il y aura un écho favorable. Il y aura peut-être pour ces derniers un éveil de conscience en disant, ben, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Il faudrait vraiment que ce dossier avance. Oui. Parce qu'après, vous êtes responsable de complicité. Hein. Vous êtes en connivence avec eux. Si vous prenez leur argent pour couvrir certaines bavures, ça va vous péter à la gueule. Vous voyez? Moi, ce que je dis, c'est... Je peux comprendre très souvent quand on pointe du doigt le président de la République. Mais comme dans une salle de classe, le président, il est responsable parce on va le considérer comme le professeur. Mais si un de ses élèves ou plusieurs élèves n'ont pas eu la note, ne font pas le travail pour lequel ils ont décidé d'accepter faire la classe, que les parents payent l'école et tout ça, croyez-moi que les responsabilités ne vont pas être difficiles à dégager. Là, à ce moment, on va dire, oui, c'est le professeur, mais au fond, il a l'obligation de contrôler ses élèves. Hein. Vous voyez un peu. Mais maintenant, s'il y a un complot au sommet de l'État, ça sera difficile d'avoir la bonne information. Voilà pourquoi le quatrième pouvoir doit prendre le relais. Dites aux populations, dites, parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. Il y a des oreilles, comme moi je dis toujours, et comme on me l'a toujours dit, dans le gouvernement, il y a des personnes qui écoutent, qui parlent très peu. Il y a des personnes qui écoutent, qui parlent beaucoup. Il y a des personnes qui sont là pour dire, ben voilà, on avait dit ceci, mais en fait, c'est pas vrai, voilà la réalité. Vous voyez, les mentalités évoluent. Les jeunes essaient, du moins ceux qui sont aux affaires, essaient de garder la flamme en eux, qui voudraient que les choses changent. Mais je ne voudrais pas que ça change, entre guillemets, avec le bain de sang. Excusez-moi de le dire encore. Nos ancêtres, en nous laissant ce legs-là, qu'est la paix, n'est-ce pas, ont sué, ont perdu leur vie. Et je crois que le minimum, c'est d'abord la sauvegarde de ce legs-là. Et ensuite, investiguer, prendre les devants, que les jeunes prennent. Parce que pour la plupart aujourd'hui, les jeunes se disent, ah ben, et dans ces histoires-là, ça ne changera pas. Plus on le dit, plus ça reste. Hein. Plus on le dit, plus ça reste. Combien de jeunes sont entrés en politique et qui ont voulu faire quelque chose? Vous allez voir que tout le monde veut faire dans son business, il veut manger. Donc moi j'ai mangé, j'ai bu. Vraiment, le reste là, s'ils veulent qu'ils continuent à manger, mais en fait, tu ne sais pas que c'est ton argent qui mange. Nous devons décider d'interagir, de dire c'est notre ère. Si nous ne montons pas aux affaires, croyez-moi, c'est sûr, ils vont rester là 20 ans, 50 ans. Hein. Voire même après faire une relève avec leurs enfants. Hein. Donc alors, les jeunes devraient en principe ouvrir les yeux, se lancer dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, dire voilà, on va reprendre ce qui avait été mal fait, on va bien le faire, parce que nous avons la connaissance, nous avons la niaque et nous avons encore l'énergie que nous confère la nature. Hein. Alors, parlons justement, autre problème qui traverse le Cameroun, votre pays, la question des replis identitaires, le tribalisme pour faire un peu vulgaire. On a eu le sentiment depuis 2018, en élection présidentielle, qu'il y a eu un summum, ça a atteint un pic. Et depuis là, les démons de la division ethnique, des considérations claniques semblent être complètement relâchés et ça pollue toutes les sphères du Cameroun. Dans cette circonstance, peut-être que ce n'est pas à vous qui devrez adresser la question, mais en tant que représentant du peuple, est-ce qu'il est encore possible de conjurer la malédiction du tribalisme et des replis identitaires au Cameroun? Vous savez, c'est pas aujourd'hui. Hein. Le repli identitaire ne date pas d'aujourd'hui. J'ai encore souvenance
des phrases de Douala Mangabel quand je regardais cette vidéo. N'est-ce pas, c'était une vidéo théâtrale où il disait ce qui ne se passe chez moi aujourd'hui se passera chez toi demain. Parce qu'il avait envoyé des lettres à certains d'autres chefs pour ensemble mettre en synergie leurs efforts pour chasser, repousser le colon. Donc c'est pas aujourd'hui, ça date. Mais aujourd'hui... Les autres chefs lui avaient dit non. Ouais, c'est légitime, non? Oui, ils n'y ont pas répondu favorablement. Favorablement, c'est légitime. Est-ce que c'était par tribalisme ou par peur du colon? Non, je crois que dès lors où tes intérêts ne sont pas menacés. Directement, oui. Directement. Je crois que si tu donnes un refus, c'est le tribalisme, quoi. Parce que tu dis mes intérêts ne sont pas menacés, je vais faire quoi là? Vous voyez un peu? Oui. D'accord. Donc maintenant, pour revenir à la question, le tribalisme aujourd'hui au Cameroun, oui, c'est une réalité. C'est une réalité parce que, comme je le dis toujours, les valeurs se sont perdues. Oui. C'est une réalité parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent quand tu as de l'argent, tu as le pouvoir. Il faut faire le distinguo. Et aujourd'hui, certains frustrés vont dire ceux qui ont l'argent doivent avoir le pouvoir. Oui. Vous voyez un peu, c'est en fait la matérialisation du complexe au Cameroun qui apporte cet élan du tribalisme. Depuis 2018, oui, je crois, peut-être vous ne voulez pas citer le nom, mais il y a un parti politique dont je vais aussi taire le nom, qui avait avec lui beaucoup d'adhésion du peuple parce que l'esprit du changement animait. Mais malheureusement, on n'a pas su éduquer et contenir ces militants. Parce qu'en fait, ce que nous voyons aujourd'hui avec la basse, n'est-ce pas, à l'extérieur. Oui, la brigade anti-Sardina, pour ceux qui ne savent pas. Celui qui m'identifie en Sardina, pour moi, lui, c'est un malade mental. Moi, j'ai rien à débattre dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'identifier à un repas. Parce que autrefois, on donnait du pain et de la sardine. Oubliant que dans nos cultures bantoues, quand tu viens chez quelqu'un, il te donne de l'eau à boire, il te donne à manger s'il peut. Bon, ça, c'est des futilités, on s'accroche sur n'importe quoi. Oui. Si aujourd'hui, la basse, n'est-ce pas, essayer, à partir de la diaspora, d'impulser le changement. Pas de cette manière-là que nous vivons, mais plutôt en disant, déjà commençons par gagner les élections ici, pour que nos voix comptent. Commençons à agir, parce qu'il y a un parlement pour la diaspora, en tant que parlementaire camerounais pour la diaspora, commençons, c'est-à-dire planifier leur stratégie de déploiement. Je crois que là, à ce moment, ils auraient plus d'adhésion. Mais parce qu'ils ont fait ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'à un moment, certains, parce qu'il faut le dire, quand ils attaquaient le président de la République, certains se sont dit il s'agit de leur frère du village. Il ne s'agit pas de leur frère du village, le président de la République du Cameroun. Hein. Moi, j'étais contre ce genre, parce qu'il incarne l'institution. Toute la nation, c'est oui, si on veut, toute la nation. Donc pour moi, c'était des délinquants pour moi. Vous voyez? Ok. Maintenant, quand on revient au pays, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus dans le domaine économique, il faut être honnête. Il y a des chefs d'entreprise qui, au lieu de recruter dans le sens de la méritocratie, le fait sur le plan de l'identité. Oui, vous voyez, ça dit, j'ai ouvert mon entreprise. Moi, je suis littoralien parce que j'ai hérité, entre guillemets, des 4 départements de par mon père et de par ma mère contre le littoral. Si je dois ouvrir une entreprise aujourd'hui, je vais dire non, je ne l'emploie pas parce qu'elle est Bamileke. Je ne l'emploie pas parce qu'il est Ewondo. Je vais prendre les Douala, je vais prendre les Bassa, je vais prendre les Sawa jusqu'à Kribi de l'autre côté et meubler mon entreprise. Or, dans une entreprise, quand vous créez une entreprise, elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. C'est-à-dire que s'il fallait penser que si j'ouvre une entreprise de savonnerie au Cameroun et que je ne mets que les savoirs, je crois que je n'aurais que à vendre mon savon au savoir. Mais dès lors où je le mets sur la place publique, même le gouvernement est obligé d'agir en même temps, de me protéger par les institutions en charge des petites et moyennes entreprises, mais aussi de me dire, voilà, il faudrait que dans ton entreprise, on ressente cet équilibre régional. Parce que c'est ça aussi. C'est ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, le font. Bon, quand vous entrez, j'ai lu la dernière fois les noms qui rentraient là sur les cotons. Pour ne citer que cette entreprise parapublique, où on avait plus d'enfants dedans. C'est légitime, puisque même
les lois qui encadrent l'entrepreneuriat te demandent de prendre les locaux. De prendre des locaux. Mais je crois aussi que dans ce sens, il faut essayer de garder cet équilibre et ne prôner que par la méritocratie. Moi, je préfère de loin que si j'arrive dans ton entreprise, je dépose mon CV et que je suis sawa et que j'arrive pas, c'est-à-dire je vous donne pas le rendement voulu, que vous preniez un bamlé, que moi j'ai aucun souci avec. Oui. Vous voyez, moi j'ai aucun souci avec parce qu'en fait, c'est à l'unisson qu'on fait quelque chose de bien. S'il fallait seulement... Mais bon, qu'est-ce que le gouvernement fait? Voilà mon interrogation. Hein. Parce que si on pouvait investiguer aussi dans ce secteur, se rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu es une entreprise, tu vas avoir directeur de ta région, de ton village, DAF, ton village, ressources humaines, ton village, même les délégués du personnel, si tu n'es pas identifié comme fils d'eux, ou bien de ce village, tu ne peux pas déléguer du personnel. Et à un moment même, les intérêts, il n'y a plus de balance. Parce que moi, en entreprise, tu ne vas pas toujours employer tes frères du village. À un moment, tu vas vouloir prendre les locaux. Et quand il y aura des revendications, c'est tel noble, hein, ils n'auront pas de répercussions parce qu'en fait, je dis, moi... Oui, mais on s'est également indigné de ces recrutements censitaires, identitaires, même lors des même lors des concours. Parce qu'avoir le résultat de certains concours, on se demandait si c'était pas plutôt un concours d'un village. Parce que tellement les consonances ethniques étaient absolument remarquables. Bon. Il y a des entreprises d'État également. J'ai eu à visiter le Cameroun et sa capitale. J'ai eu à devoir faire les dossiers. Vous entrez dans certains départements où du premier étage jusqu'au dernier, on s'exprime quasiment en langue locale. On se demande comment est-ce que dans une république on en arrive à de telles situations. Est-ce que c'est un fait du hasard? Est-ce que c'est voulu? Moi, je pense que c'est un fait du hasard. C'est un problème de je veux dire quoi, de valeur. Vous voyez. Moi, je vais prendre un exemple. Oui. J'ai un jeune frère qui a fait le concours de l'EMIA l'année dernière et qui avait raté, qui était venu me voir, qui essaye à ton niveau de voir comment tu allais m'aider. Je lui dis, écoute, quand tu y vas, va avec la conviction que tu peux faire partie des meilleurs. Parce que si je commence à dire je vais interagir, j'ai déjà même qu'interagir sur quelle base? Il ne va pas de mes compétences. Moi, à mon niveau, j'ai déjà mis un blocus. Si on regarde aujourd'hui les concours, parce qu'en fait, il y a un problème de communication. Oui. Difficilement, on rend public les notes. Moi, je fais des concours. Oui. On rend difficilement public les notes. Parce que si on rendait public les notes, si on avait, je vais dire quoi, comme les élections au Cameroun où à la fin on a des scrutateurs, si on avait comme des scrutateurs lors du dépouillement, n'est-ce pas, des copies, on aurait une certaine assurance qu'effectivement c'est les meilleurs qui ont été pris. Mais comme il n'y a pas ça, et là j'interpelle, parce que moi il faut le dire, je suis cette parlementaire, mais je suis beaucoup plus pour la question jeune, hein. Il est intéressant, ou du moins il est important, voire capital, que les parlementaires seniors sachent clairement ce que c'est qu'un parlementaire. Parce que beaucoup y vont parce qu'ils sont des hommes d'affaires. Ils ne vont pas seulement que légiférer, mais ils doivent aussi poursuivre l'action gouvernementale. Parce que ce que vous décriez, ce n'est pas nouveau, on le vit. Mais si, à un moment, cela impacte sur la vie sociétale, je pense qu'ils ont intérêt à se poser les bonnes questions. Oui. Voir ce mécanisme d'intégration, comment il se fait, comment ça se passe, et voir comment les améliorer. Parce qu'en fait, il faut toujours, moi je le dis, vivre avec les réalités et son air. On ne peut pas avoir une formule qui a marché il y a de cela 20 ans et estimer qu'avec la démographie aujourd'hui, avec les valeurs, bien avec les nouvelles moralités, cet élément va avoir le même impact. À ce moment, on essaye d'innover. Les jeunes se plaignent aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon concours, je n'ai pas été reçu. Mais si, après avoir fait le concours, il y avait derrière un suivi
qui visait à dire, en t'entretien, tu es arrivé, oui, voilà, monsieur Kwedi, vous n'avez pas eu le concours, voici vos notes, effectivement, voilà où vous avez raté, mais ne vous inquiétez pas, vous avez 2 ans encore devant vous pour mieux vous préparer, et voilà. À ce moment, le jeune sort galvanisé de se dire, c'est le meilleur qu'on a récupéré, ou on a recruté. Et moi, je peux être meilleur, parce que quand tu tiens ce genre de langage, ça donne une motivation particulière. Oui, mais honorable, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de, dans un monde idéal, ça c'est ce qui devrait se faire dans un monde idéal, mais dans la réalité, on a eu au Cameroun des personnes décédées qui étaient majors d'un concours. On a eu, au Cameroun, des personnes qui n'étaient même pas au courant qu'elles ont composé et qui ont réussi. Je vais embrayer. Hein. J'ai lu la proposition, hein, je vais le dire comme ça, d'indemnisation des expropriés des colos. Oui, on va y arriver. Oui, je voulais prendre où il y a une personne qui a son nom 2 fois, qui y figure. Il touche 10 millions et 200 000 francs CFA. Moi, je me demande où est le service de correction de la primature. Comment un même nom peut sortir 2 fois? Comment on explique? Comment on peut expliquer que quelqu'un qui n'a pas composé sorte? À ce moment, la CONAC devrait se saisir du dossier. C'est-à-dire qu'à un moment, les institutions sont là, mais on a l'impression que le laxisme ou bien les complicités ou les camaraderies prennent le dessus. Tu te rends compte qu'il y a un jeune qui n'a pas composé, qui est sorti major de la promotion, mais qui est décédé il y a peut-être 5 ans avant. Comment tu expliques ça? Ça ne devrait même pas faire l'objet de publication. Dès que c'est publié, la CONAC doit se saisir du dossier. Immédiatement, vous qui êtes le 4e pouvoir, vous martelez l'information sur ce dossier. Mais voilà, il y a un problème ici, voilà comment on retrouve quelqu'un qui est major de promotion, qui est décédé 5 ans avant. Mais sauf que même quand il y a des interpellations, ça n'aboutit pas à grand-chose. Ce qui contribue à décourager. Tu te rappelles la dernière fois dans un établissement, nous avons parlé de cela. Qu'est-ce qui te prouve que ça n'aboutit pas? Si ça aboutit, parce que les médias aujourd'hui ne calculent que les gros poissons. Les médias ne calculent que les gros poissons. Donc, envie de faire le buzz. Oui, pour faire le buzz, pour vendre parce que même les médias souffrent. Il faut être honnête. Si aujourd'hui le média est assis et qu'il sait qu'il est indépendant, comme on voudrait vraiment que les médias soient indépendants, qui les pots de vin ou pas à pots de vin fait son travail de manière droite, croyez-moi qu'il n'aura pas de problème à décrier qu'il y a un proviseur du lycée de tel qui a fait ça. Parce que même aujourd'hui, pour passer les informations sur les médias, le rédacteur il regarde, il trouve que celui-ci est plus important. Dans l'information, tout est important. Tout est important. Voilà pourquoi moi, je plébiscite ce genre d'initiative. C'est-à-dire que nous, on était figés sur la télé et la radio, seulement. Et aujourd'hui, à partir d'Internet, c'est-à-dire que vous êtes en train de joindre l'utile à l'agréable en permettant qu'à partir d'Internet, au lieu de se taper des images de people, tu peux suivre ta radio là, tu peux même écouter les informations même du plus petit Camerounais. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que on doit repenser le Cameroun à tous les niveaux. Très bien. Très bien. Alors, honorable, le temps il court vraiment en votre présence. On va aborder un dernier sujet. J'aimerais que vous soyez le plus succinct possible sur cette question, l'image des Camerounais à l'étranger. Vous savez que, vu de l'étranger, on sait que les Camerounais, c'est des gens intelligents, mais en même temps, ils ne sont pas de bonne foi. On ne peut pas leur faire confiance. Est-ce que déjà vous pensez que cette image elle est correcte? Et surtout, alors comment la rectifier? Je rappelle au passage que la radio emploie tout le monde. Il n'y a aucun recrutement sur quelque base orientation ethnique que ce soit. C'est pour ça que vous retrouverez la radio et la télévision. Voilà, vous retrouverez les différentes composantes. Mais c'est important de le dire. Alors l'image des Camerounais honorables à l'étranger, on sait que c'est des gens brillants, battants, mais pas très, en qui on ne peut pas avoir totalement confiance. Et la diaspora le dit assez régulièrement, si vous voulez vous faire arnaquer, faites confiance à votre frère camerounais, vous êtes sûr que le projet va sombrer. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et surtout comment on peut corriger ça? Alors en toute honnêteté, c'est des réalités. C'est des réalités. Je riais encore d'une blague sur un plateau
où on disait que quand faudrait pas que ça soit perçu comme étant une réalité, c'est-à-dire que c'était une blague, un humoriste qui disait quand le président américain demandait au président de notre pays, voilà, est-ce que tu es déjà arrivé au Cameroun? Il a mis la main par dehors là, comme ça, de l'avion, il est rentré, il a dit non, c'est pas le Cameroun. Mais une fois qu'il a mis la main, sa montre a disparu, il a dit non, ça c'est le Cameroun. Pour dire que il y a certaines réalités. C'est pas seulement les Camerounais qui le font à la diaspora, mais les Camerounais qui vont aujourd'hui se chercher en Europe ne réfléchissent pas deux fois. Ils ne veulent pas gagner leur gain à la sueur de leur front. Même que quand ils sont féman, parce que c'est ça en fait. C'est de la fémania. Oui. Ils arrivent, ils te font miroiter un certain nombre de choses, et puis voilà, paf, ils prennent l'argent qui ne leur servent qu'à une chose, sortir les plus belles femmes, boire du vin à nos points finir, se laisser appeler patron, boss, directeur, président, dans les points de maquis et tout. Donc, c'est des réalités que nous vivons, même si nous ne voulons pas, qui ont des répercussions, même sur le plan, parce que celui qui va médire du Cameroun sur le plan entrepreneurial, sur le plan des investissements au Cameroun, le fait parce que en fait il a essayé quelque chose. Oui. Et la plupart c'est avec ta famille. Parce qu'il faut reconnaître ça. Si aujourd'hui vous et moi nous créons un cabinet d'accompagnement dans l'investissement au Cameroun, très peu de personnes vont faire confiance. Hein. Ils vont dire non, déjà mon cousin là, il va gérer. Oui. Et c'est ça en fait. Parce que quand tu sais que c'est ton cousin, c'est ton frère, la famille africaine, surtout chez nous, on dit non, tu ne vas pas tuer ton frère pour 100 francs CFA. Oui. À un moment, tu n'as aucune obligation de rendement. Vous voyez. Et quand ils sont frustrés, ils sont blessés. De l'autre côté, ils disent les Camerounais, vraiment les Camerounais sont les Camerounais si. Pourtant, ils ont fait ce que tu décriais tout à l'heure, et puis identitaire. Parce que moi... mais comment on corrige ça, honorable, avant qu'on soit interrompu? Je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il faudrait, tout d'abord, que l'on comprenne que quand on veut investir au pays, il y a des cabinets qui accompagnent. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai un gros souci, moi, je le dis et tu le sais à chaque fois que je viens sur ton plateau, c'est que la communication au pays a un gros fossé entre la réalité et ce que nous vendons comme image. Tu viens chercher une information sur un site gouvernemental, tu te rends compte qu'il n'est pas actualisé. Même le bonjour ne passe pas. Quel crédit est-ce qu'on accorde à cet instant? Il faudrait que... Moi, c'est terrible, hein, parce que je ne sais pas si les gens se permettent de voir le Cameroun comment je le vois. On a le mine postel qui peut avoir un impact sur la communication. Il y a le ministère de la communication en lui-même. Chaque département ministériel a un département communicatif. Oui. Donc, si aujourd'hui un Camerounais veut investir au Cameroun, qu'on leur donne la possibilité d'étudier ou de voir de par eux-mêmes les secteurs dans lesquels on peut vraiment émerger. Parce qu'on a un problème aussi de planification. Pour nous, quand même c'est pensé en amont, sur l'implémentation, c'est un autre problème. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas être ferrailleur. Tout le monde ne peut pas être, je vais dire quoi, bon, bref, il faut diversifier les secteurs d'activité, des investissements. Vous voyez un peu. Moi, je préfère de loin que celui qui est en France, par exemple, et veut investir au Cameroun, fasse le déplacement. S'il ne peut pas faire le déplacement, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes encore à des années-lumière de ce que les nouvelles technologies apportent de l'autre côté, on peut avoir accès à des données ou bien à des cabinets assermentés pour l'accompagnement des investisseurs au Cameroun. Parce que là, au moins, tu as une certaine sécurité, qui a un droit de regard du gouvernement, et quand ça va faillir, si ça faillit, si jamais ça faillit, tu peux interpeller le gouvernement parce qu'ils sont partie prenante dans cette initiative. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, les réalités, on les connaît. Pour changer ça, il faut apprendre à communiquer et avoir cette interaction. C'est-à-dire, je t'envoie un mail, je n'attends pas 2 mois
pour que tu me répondes à ce mail. Je demande des informations dans ton site, tu me les envoies instantanément. Voilà comment nous allons commencer à redorer le blason de ce Cameroun. Parce que moi, j'ai le petit frère à grand-mère, n'est-ce pas, qui avait bénéficié comment on appelle, des bourses, arrivé au Canada, a été major, et le Fonds monétaire international l'avait récupéré, ils ont travaillé, il était consultant, et patati et patata. Mais rendez-vous compte qu'il a proposé un projet à une autorité à Douala qui pouvait proposer des emplois, mais aussi donner un impact positif sur l'économie. Mais on lui a dit, si tu veux que le projet marche, tu dois arriver et faire ci et faire ça. Vous voyez un peu, ça ternit l'image. Oui. Or, au fond, s'il était focus sur le ministère en charge des petites et moyennes entreprises, soumettait peut-être son besoin d'agrément et patati, c'est-à-dire que tout ce qu'il fallait faire autour, il aurait peut-être eu gain de cause. Mais comme il est passé par un frère, parce que même s'il était une autorité, il est un frère à lui, un cousin, il se retrouve donc buté par la moralité de la part du gain facile. Malheureusement. Voilà, on va marquer une courte pause, honorable, et en seconde partie, comme promis, on va aborder l'autre pan de la raison de votre présence ici, la question foncière au Cameroun, de façon globale, et plus spécifiquement ce qui se passe sur les terres de Dikolo, à quoi les Sawa qui sont surmontés, survoltés, mais en même temps qui se sentent humiliés. Nous verrons dans quelle mesure remédier à ce qui se passe de ce côté-là. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de rester connectés, téléspectateurs aussi. Dans quelques instants, le journal, et on redonne la parole à notre invité spécial de ce jour. Euromillion Monde, suis Equila Radio. Euromillion Monde, My Million, suis Equila Radio. Euromillion Monde, je suis Equila Radio. Vivez la vie à fond. Merci d'avoir écouté ce programme. Vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet et en téléchargement sur notre application Equila Radio sur App Store ou Play Store. Merci à l'ami Martin, merci à toute l'équipe technique qui s'active derrière les machines pour vous permettre de vivre cette émission en direct où nous sommes en compagnie de l'honorable Valentin Kouedi. On l'écoutait à l'instant, Michel Lobeitame qui s'indigne de ce qui arrive au Sawa dans le lieu d'Ikolo à Bali. C'est l'indignation certes d'un fils, mais avant tout d'un compatriote qui ne peut rester indifférent devant l'injustice criade et même une certaine forme de cruauté. Alors on va partir du particulier vers le général, donc commencer par celui d'Ikolo. Alors honorable Guy Valentin Kouedi, dites qu'est-ce qui fondamentalement se passe là-bas à Dikolo? On parle d'une affaire de spéculation immobilière, on aurait acheté du terrain à des sommes faramineuses, l'indemnisation n'a pas suivi, il y a un déguerpissement sans préavis. Et aujourd'hui, on ne comprend rien. La chefferie, il paraît que le chef traditionnel est allé rencontrer le Premier ministre, c'est dire l'importance, c'est quoi il paraît, de la situation. Alors, on est dans une situation explosive. Si elle n'est pas bien managée, on peut se retrouver avec une agitation sociale d'une envergure que peut-être personne ne pourrait contrôler. Mais qu'est-ce qui fondamentalement est en train de se passer à Dikolo? Déjà, je vis très mal cette situation d'expropriation des terres au niveau de Dikolo. Mais avant cela, il y avait des situations semblables à Babodjongo, il y avait des situations même dans le CAM. On a l'impression qu'aujourd'hui, certains administrateurs civils se disent que le Cameroun a commencé à partir de leur nomination au poste de responsabilité. Parce que comment comprendre que un village comme Dikolo, qui se trouve dans le canton Bel,
installés depuis plus de 200 ans, soit expropriés aujourd'hui sous le prétexte d'utilité publique. Déjà même que l'utilité publique, c'est pour le public, par le public. Dicolo, on vous réveille au petit matin sans préavis, c'est-à-dire qu'on estime que c'est des animaux, parce que même le simple fait de dire par humanisme, il est important d'interpeller ses habitants, d'échanger, parce qu'une superficie de plus de 2 hectares. Vous pouvez imaginer le nombre de populations, de personnes qui y vivent. Il dit c'est tout un village. Vous décidez, tantôt parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont fuser, que c'est un particulier qui veut à cet endroit établir un hôtel. Après on vous dit non, c'est pour utilité publique, c'est le gouvernement. Après. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est plus en train de respecter l'identité je vais dire quoi, de la ville de Douala. Oui, on peut d'un côté dire, ouais, c'est sur le plan économique, c'est normal, Douala est une ville économique, mais au préalable, est-ce qu'il y a eu je vais dire quoi, comment je peux appeler ça, des consultations publiques? Parce que si c'est d'utilité publique, je ne vois aucun mal de consulter les autochtones et leur dire, voilà, à cet instant précis, nous voulons aujourd'hui déposer ou bien bâtir X bâtiments sur cette terre. Voilà, sur le plan de développement au niveau de votre village, le nombre d'employés par rapport au fait que ce soit vos terres. Voici en fait ce qui va se passer. Et après, vous serez recasé à X endroit. Mais même si on parle de recasement, on ne sait même pas où se trouvent les maisons SIC aujourd'hui au Cameroun. Quand bien même tu veux, on sait qu'à l'époque, les SIC étaient pour les personnes démunies. Mais aujourd'hui, les SIC, c'est pour les gens entiers. Tu n'as pas de quoi te payer 10-15 millions. Tu ne peux même pas aller prendre un appartement SIC. Et quand bien même tu trouves, c'est la guerre. Donc, il y a un travail qui devait se faire en amont. Préparer les populations. Voilà, nous allons, pour utilité publique, utiliser vos terres. Et déjà que j'ai vu en circulation, comment on appelle, un décret, n'est-ce pas, d'indemnisation des populations. De près de 63 familles qui ont touché environ 300 millions. Non, mais attends, c'est une proposition, c'est pas effectif. J'allais vous demander si c'est non, c'est une proposition. Ces familles n'ont pas touché cet argent. D'accord. Il faut être honnête. Ces familles n'ont pas touché cet argent. Et croyez-moi que ceux même qui ont touché cet argent sont des locataires. Parce que ceux qui étaient en charge d'identifier... Ça veut dire qu'il y a quand même eu indemnisation, mais envers les mauvaises personnes. Pas les bonnes personnes, si on peut le dire comme ça. Il y a des personnes qui se sont substituées aux propriétaires terriens. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on envoyait je vais les appeler comment? Les commissions sur le terrain, ils arrivaient et ne cherchaient même pas à savoir si effectivement celui-ci est détenteur d'un titre foncier ou coutumier ou véritablement est un fils d'un propriétaire terrien. Non, ils arrivent, te trouvent, oui, c'est pour c'est pour répertorier les habitants en vue d'être indemnisés et tout. Ah oui, attends, moi, je saute une occasion. Parce que même... Donc, ils ont surpassé l'autorité du chef, parce que pour ce genre sur tous les plans, sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce que oui, mais aujourd'hui, quand on dit, permettez, quand on dit auxiliaire d'administration, c'est quoi un auxiliaire d'administration? Un chef de canton, auxiliaire d'administration. Ça veut dire qu'il est sous la botte du sous-préfet. Il est sous la botte. À quel niveau où se trouve aujourd'hui le multiculturalisme dont on prône tout souvent là? Cette commission, elle est où? Parce que ce sont ces valeurs-là que cette commission devrait être en train de traiter. Le respect de nos chefs de canton. Même si parmi certains de nos chefs, il y a des personnes qui vraiment, on se pose véritablement la question s'il est gardien des valeurs ancestrales. Parce que il y a des personnes qui, je me demande, moi, si je suis chef de village, sur le plan politique, je suis quelqu'un de neutre. Automatiquement.
Je peux avoir 2 de mes enfants qui sont un du parti X et l'autre du parti Y. Il n'en demeure pas moins que ce sont mes enfants. Je ne vais pas repousser X au profit de Y. Non. Donc aujourd'hui, cette question foncière interpelle même le respect de la vie traditionnelle au Cameroun. Un particulier, tantôt c'est un particulier. Mais c'est quoi la vraie version? Si vous êtes là, c'est bien pour nous donner la vraie version. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une cause d'utilité publique ou alors il s'agit d'un particulier? Je m'en tiens au communiqué. Ce que vous ne savez pas, c'est que si vous allez sur les réseaux sociaux, le 20 à Dikolo, un aîné prenait la parole et expliquait encore que le titre foncier numéro 750 W serait plutôt du côté de Bonantoune, à Daïdo. Et quelques jours après, je voyais un ami à moi, en fait un aîné à l'époque, il s'appelle Léa Bouki, on l'appelle Bouki au quartier, qui faisait un direct qui disait, ici il y a des personnes qui viennent détruire au niveau de Daïdo, au niveau du rond-point, ici on va se tuer. Vous voyez un peu ce malaise qui commence à naître. Imaginez un instant que les autochtones, les Sawa décident de faire grève. Les personnes tapées dans l'eau vont jeter leur grain de sel pour que ça devienne sécession. Et après, on deviendra ce que le nord-ouest et le sud-est arrive. Tout simplement parce que quand on veut parler, ils ne pensent même pas, ces administrateurs ne pensent pas un seul instant sur le plan humanitaire. Vous mettez des familles, 60 familles, dans la rue, ils iront dormir où? Vous avez pensé à ces jeunes qui vont composer les examens? Vous pensez au traumatisme que vont avoir ces tout petits? Et dans tout cela, vous allez profaner même les tombes de nos ancêtres. Moi, je suis littoralien, moi, je suis Sawa. Je dis je suis Sawa, mais je porte cela avec douleur. Et à un moment, il faut dire stop. À un moment, cette valeur qui avait unifié les Sawa à l'ère de la Mangabel, à l'ère Madola, n'existe plus. N'existe plus. Maintenant, il est l'heure de taire. Moi, je le dis ouvertement. Il est l'heure de taire nos errances. D'arrêter nos errances, de taire nos égos. Et qu'ensemble, on regarde franchement le problème du Sawa. Parce qu'à un moment, on a l'impression que c'est une conspiration. Soit on veut finir avec les Sawa une fois. Dites-nous. Qu'on sache, moi, je suis Sawa. Vous pointez un doigt accusateur vers certains Sawa qui seraient de connivence avec l'administration. Ça ne manque pas. Voilà, maintenant je te parle comme un catésard. J'ai vu certains Sawa sortir dans la rue et demander où sont leurs élites. On n'a pas vu le super maire de la ville, il ne s'est jamais prononcé. Pourtant, c'est un fils Sawa. Mais j'ai une soeur qui était là aussi, vous n'avez pas vu? Marlise? Non, pas du tout. Je ne parle pas. Marlise, c'est pas ma soeur. Je parle d'une soeur, madame l'adjoint au maire, hein, Ndomem Koko. Elle était là. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, entre les Sawa, ils pointent encore un doigt accusateur vers leurs frères qui, selon eux, seraient en complicité avec certaines autorités en place. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ceux-là, bien placés, ne seraient pas en train de défendre la cause Sawa, justement. Je ne souhaiterais pas pointer du doigt, par exemple, le maire de ville. Oui. Parce qu'on ne connaît pas. C'est un exemple, hein, c'est un exemple, parce que d'autres peuvent mal interpréter cet exemple. Je ne voudrais pas pointer. Mais je pense que quand on se dit élite, quand on se dit responsable d'une localité ou bien d'une ville comme Douala, et qu'on sait que dans nos veines coule le sang Sawa, il est important, même de manière indirecte, d'œuvrer pour qu'il soit respecté. Parce qu'en fait, c'est ça. Je me rappelle encore quand on préparait les mairies de ville, le conseil régional, d'autres s'étaient inscrits en foi en disant non, on ne veut pas voir comment on peut expliquer que un fils d'une autre tribu soit maire à Douala. Comment on va expliquer que... Un fils du Mongo, par exemple. Non, laissons le Mongo, c'est toujours les savoir. Oui. Parce que laissons ça. Mais parlons d'une autre région. Une région voisine au Mongo. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on se disait, mais attends, un instant, c'est quand même nos terres. Hein. Même si le Cameroun... Parce qu'il faut... Voilà pourquoi je dis l'histoire, elle est très bonne. Mais l'histoire, la problématique liée aux travaux de mémoire souffre au Cameroun. Souffre. Douala est la porte d'entrée du Cameroun. C'est à partir de Douala que le Cameroun prend forme. Le minimum à faire, c'est observer un respect à l'endroit de ses ancêtres qui sont endormis là.
Vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que vous êtes détenteur de je ne sais combien de milliards, aller magouiller où vous voulez magouiller. Le responsable en charge du foncier au Cameroun envoie une documentation signée par le PM pour exproprier. Tout cela, tu te poses la question, mais attends un instant, est-ce que ces gens-là, ils ont pris le temps de lire les notes avant de les signer? Ou de vérifier carrément. Est-ce que ces gens, parce que même si tu travailles, il y a des collaborateurs, oui, mais on connaît ce qui se passe. Tu peux même pas, tu te dis, oui, tu as pleinement confiance à un document qu'un collaborateur te renvoie. Utilité publique, oui, Dicolo. Mais si déjà tu ne connais même pas la géographie, la cartographie du Cameroun, tu vas te dire, Dicolo, peut-être c'est derrière Ngombe, et fut même en Ngombe là-bas. Il faut respecter les ayants. Les populations qui s'y trouvent déjà. Il y a un truc qui me chagrine beaucoup. C'est la manière dont certains de nos frères ont pris le fait que nos parents vendent du terrain comme étant un moyen d'insulte. Or, ces parents qui ont vendu des terres, regardez bien, ceux-là, de l'époque, à notre ère, vous allez comprendre qu'ils ont été héritiers de la volonté de Douala Mangabel, par exemple, de voir le Cameroun uni, que tout le Camerounais se sente bien partout où il se trouve, et de dire pourquoi est-ce que je ne peux pas accepter vendre 100 mètres carrés à mon frère qui vient de l'Ouest, pourquoi je ne vendrai pas 20 mètres carrés à mon frère qui vient du Nord-Ouest, pourquoi. Voilà l'idée qui prônait dans la tête. Et puis Douala, c'est une ville économique. Douala est une ville économique. Le boom que nous vivons aujourd'hui sur le plan démographique, c'est parce que Douala est une ville économique. Et si aujourd'hui on ne respecte pas la minorité, parce qu'en fait, les Sawa sont devenus minoritaires. Il n'a qu'à voir les représentations même dans les institutions de la ville. Vous convenez avec moi que quand vous arrivez même dans les mairies, si tu veux parler, hein, tu vas trouver très peu de Sawa. Et même ceux qui sont aux affaires n'ont pas un plein pouvoir parce que la finance ne suit pas. Ou quand bien même ils veulent poser des actes, les chefs là, qui s'assiedent, n'attendent que les 200 francs, les 300 francs CFA dans leur poche, disent ah ben ça ne me regarde pas. Voilà la problématique. Moi je ne suis pas contre le fait qu'on dise qu'il y a une utilité publique. Encore faut-il que ce soit vraiment il faudrait démontrer effectivement le bien fondé de ce projet. Vous n'allez pas nous casser et puis un matin venir dire qu'est-ce que vous appelez utilité publique? Qu'est-ce que vous appelez utilité publique? Vous profanez des tombes, vous appelez utilité publique. Il faudrait que ces derniers comprennent que le Cameroun vit avec ses réalités. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Même nos ancêtres de là où vont pleurer. Et je vous le dis la main sur le cœur. Il faudrait que ça s'arrête. Mais est-ce qu'on aura, au stade où on en est, est-ce qu'on peut arrêter? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait pour cette situation? Le Puisque président... les casses continuent. Hein. Oui, j'en viens. Continuent de se... ne soyez pas surpris. Hein. Je vous le dis. Ne soyez pas surpris que les fils Sawa se révoltent au point de dire vous êtes en train de démolir, vous allez nous tuer dessus. Vous allez nous ensevelir avec ces débris. Et à ce moment, on va dire écoutez, interpellons les élites. Moi, je m'en fous de ces élites à un moment. Parce qu'à un moment, ils ne sont plus là pour les intérêts communautaires. Oui. Ils ne sont plus là. Ils sont dans leur optique, c'est ok, je gagne un peu d'argent, je me prends des médailles, je roule en Mercedes climatisé. Je peux de temps en temps glisser un radis à certains de mes frères, ou je peux offrir une belle voiture à la femme du chef, ça me suffit. Quand on dit élite, c'est une figure de... C'est toi qui portes. Parce que tu as la possibilité d'être au contact des décideurs, pour ne pas dire que tu es un décideur. Tu ne peux pas rester insensible. Ce n'est pas parce que c'est le canton Bel. Ça peut être le canton d'Aïdo, ça se retrouve même d'agir dans l'Unkam. Donc les Sawa ont un problème différemment des autres, parce que moi je sais un truc, il y a des peuples ici, il suffit que tu mets en mal l'un des leurs, ils utilisent tous les canaux possibles, même les médias, il y a certains médias, on connaît. Ils passent même par ces médias pour faire du n'importe quoi. Comme, tu vois, même ils ont tort. Oui, même quand ils sont en tort, ils activent tous les leviers. Ils veulent se donner raison, même si à un moment, parce qu'en fait, croyez-moi, s'il y avait eu des consultations pour ce projet d'utilité publique, échanger avec les populations, voilà, nous avons. Le bien fondé, le voici. Vraiment, si on veut parler
aujourd'hui, quand vous dites, parce que ça me fait même souvent rire, hein, même au niveau de la vente des terrains, rien n'est structuré. Je suis libre de vendre mon terrain à 10 000 francs le mètre carré, toi tu veux le vendre ta part à 500 000 francs le mètre carré. Maintenant, en fonction des zones. Et quand on se retrouve aujourd'hui que tu es en train d'indemniser les populations, sur quelle base? Le 5 000 francs mètre carré qui se retrouve au truc cadastre et tout là, régi par vous, là. Vous vous rassurez d'abord qu'effectivement ça se vend comme ça, ou bien vous voulez juste parce que vous allez prendre 1 million de francs CFA là-bas, vous venez donner 10 000 francs le mètre carré ici. C'est ça? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ils ont fait des choses. Ils ont attaqué des individus. Apparemment, tu as un titre foncier qui date de l'époque coloniale. Hein? La première république, si on veut le dire comme ça. Mais tu te retrouves avec quelqu'un qui a un nouveau titre foncier, on te dit non, c'est lui qui est légitime sur cette terre. Ton père a vendu, ton grand-père. Et puis comme aujourd'hui, il est difficile de trouver des experts qui peuvent attester de ce que la signature est authentique, ça va dans tous les sens. Vous vous asseyez, vous êtes surpris d'apprendre qu'il y a un sous-préfet qui a des terres dans telle localité. Oui, il n'a jamais été fils ni ses parents. Il est arrivé par nomination hier. Oui, quand on veut regarder le fond, vous allez trouver qu'il y a des chefs par souci de reconnaissance, ils vont donner. Oubliant qu'ils sont là pour vous. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Ça dit qu'il y a un problème de mentalité même au fond. Un chef de village qui se substitue à je ne sais pas quoi, un larbin pour venir, je ne te demande pas ton avis, tu es là pour ça. Si tu estimes que c'est juste, tu poses des actes qui vont avec. Si c'est pas juste, et si j'estime que tu as de connivence, je porte ces affaires au niveau de la justice. Et maintenant, la justice, il faut je encore la questionner. Je veux en venir. Et maintenant, même dans la justice, au niveau de la justice, on connaît ce qui se passe. Il y a des personnes qui, au lieu de faire ce pourquoi ils ont prêté serment, se chargent de faire ce pourquoi ils veulent se remplir les poches. À ce moment, vous intervenez. Parce que quand un média est indépendant, comme le vôtre, quand un média se veut d'accompagner la population, croyez-moi, l'impact va se suivre. Si on décide aujourd'hui sur Ekila Radio de lancer un mouvement de grève, vous avez parlé du Soudan qui demande 1 million, et qu'on sait que Ekila Radio est indépendant, juste, qu'il a des preuves qui attestent que au niveau de la justice, ceci n'a pas été respecté. Il y a eu vice de forme ici. Mais on va sortir. On va sortir. Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, maintenant, la seule voix qui est entendue, c'est celle de la rue. Parce que quand ça fait boum, jusqu'au plus haut sommet de l'État, ça bouge partout. Pourtant, un petit truc comme ça, qui pouvait être géré en amont, facilement, sans avoir à... On laisse gangréner. On croit qu'il y a un complot derrière. Il faudrait impérativement que les populations se révoltent pour que le président qui a été élu quitte le pouvoir, pour que ce soit X personnes dans une confrérie qui reprenne le flambeau. Écoutez, ça ne va pas marcher comme ça. Les Camerounais sont intelligents. Mais maintenant, nous savons que là où nous sommes, nous les Sawa, surtout nous les Sawa, nous sommes en train de vivre une conspiration visant à finir les Sawa. Honorable, moi je le dis comme honorable ça. Guy Valentin Kodi, on se connaît depuis pas mal de temps. Oui. Vous intervenez dans pas mal de médias. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement pondéré. Ça vous a souvent valu des reproches et même des ennuis dans certains milieux. C'est la vérité. Mais de vous entendre, je vous sens sortir un peu de vos gonds. Oui. Oui, c'est assez rare. Parce que ce qui se fait chez nous, ce ne se fait pas chez les autres. Hein. Oui. Je dis ce qui se fait chez nous. Donc là, vous parlez d'une conspiration. Oui, c'est une conspiration. La communauté Sawa. C'est clair. Est-ce que vous avez les moyens de faire contre-feu? Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé, la pluie. Je veux dire les moyens légaux. Hein. Ouais, je vais commencer par là. Je vais commencer par là. Parce que quand les ancêtres pleurent, moi je reconnais la nature comme étant la première des forces. Hein. Très bien, oui. Moi vraiment, ne vous dérangez pas. Maintenant, c'est sur le plan légal. Alors, vous parlez de la pluie Oui, je vous disais la dernière fois, le 20 mai, il pleuvait. Nous voyons ce qui se passe. Vers 13 heures après le défilé, je crois que les fils Sawa se sont retrouvés sur les tombes, tout en noir, tout habillés. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, même la nature reconnaît qu'ici, ils sont en droit de pleurer. Le reste va suivre. Maintenant, sur le plan légal, les Sawa ne sont pas des idiots ou des illettrés. Nous en avons qui sont vraiment capés en termes de maîtrise. Je crois qu'à cet instant, et cela de manière volontaire, ceux qui ont qualité à parler au nom du peuple Sawa
sont en train de préparer leur documentation. Ceux qui ont des connaissances sur le plan juridique, en termes de propriété foncière, sont en train de rassembler les éléments pour démontrer clairement. Vous avez parlé tout à l'heure du Premier ministre qui recevait le chef du canton Bel pour cette situation. Vous savez comment est le protocole d'État. S'il s'agissait, il faut voir un Premier ministre aujourd'hui au Cameroun, comme tu connais mon frère, on va déposer une documentation, une demande d'audience, tu attendras bien longtemps. Il faudrait vraiment qu'il valide en amont. Mais s'il est quitté d'ici pour là, à Yaoundé, rencontrer le Premier ministre, ça veut dire que le Premier ministre est conscient qu'il y a vraiment urgence. Il y a urgence. Parce que comment comprendre qu'au départ, vous voulez initier un projet, vous ne consultez pas les populations. Vous faites comme si le Cameroun vous appartenait. Vous faites signer. Et si on se retrouve devant peut-être les instances juridiques et que on découvre que le PM a signé parce que la documentation a eu le hockey de plusieurs chefs de service ou bien de plusieurs départements jusqu'à son niveau pour le dernier visa. Parce que lui, il a beaucoup de dossiers sur sa table. Consulter le chef de Dikolo, c'est pas évident. Mais honorable Yvan Valentin Kouedi, qu'est-ce que les Sawa réclament aujourd'hui? Que ce projet soit tout simplement annulé ou alors qu'il y ait une meilleure indemnisation des personnes qui sont expropriées? Parce que c'est là où on a l'impression de se perdre et ça diverge beaucoup à ce niveau. Moi, en toute honnêteté, je ne parlerai pas au nom du peuple Sawa. Oui. Enfin, mais si vous me posez la question en tant que fils Sawa et peut-être consultant, je vous dirais clairement, les choses se sont mal gérées. Qu'on le veuille ou pas, ils sont depuis quelques jours dehors. Oui. Ils dorment sous la pluie et le soleil. Jamais vous ne remettrez leur maison en état. Jamais vous ne remettrez la bonne ambiance qui y vivait. Actuellement, vous avez détruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, trouver en urgence des logements pour ces derniers. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, qu'il y ait véritablement une consultation. Parce que même si on dit le peuple Sawa, c'est d'abord ceux de Dikolo qui souffrent dans leur chair. Et que ceux de Dikolo soient véritablement édifiés sur ce qui veut se passer. Comment est-ce qu'on peut le gérer à leur niveau? Et qu'ensuite, le relais se fasse au niveau du peuple Sawa. Que ça ne s'arrête pas seulement au niveau du relais, mais que ceux qui sont en charge du foncier au Cameroun prennent des dispositions pour les jours à venir. Parce que c'est aujourd'hui à Dikolo, l'impact n'a peut-être pas été comme vous le pensez, mais si demain c'est au niveau de Daïdo, l'impact sera peut-être double. Et voilà comment ça va commencer à s'étendre même jusqu'à Kribi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Douala, moi je peux imaginer que ça s'est passé à Kribi. Non, vous n'êtes pas parmi les radicaux qui estiment simplement que ce projet devrait être annulé et qu'on procède à une rétrocession des terres aux ayants droit. Je suis d'accord qu'on concède aux ayants droit leur parcelle de terrain. Si vraiment le terrain, ou encore, parce que quoi qu'on dise, les maisons sont détruites. Si véritablement ce projet a une particularité, a un côté positif, a une valeur ajoutée, oui, ils peuvent eux-mêmes décider avec ce dernier d'établir des bases de vente de manière volontaire pour que effectivement les terres soient vendues, mais avec le respect des propriétaires directs, leur accord. Parce que quoi qu'on dise, mon frère, c'est cassé. Même pour remettre la maison là, nous sommes en saison pluvieuse déjà, pour remettre ta bâtisse, celui qui avait un R+2 ou 1, aujourd'hui, il doit compter presque 10 mois, 1 an, voire plus. Les meubles qui étaient et tout ce qui va avec, les tombes profanées, il n'y aura aucune valeur financière ne pourra remplacer ou bien apaiser le tort qui a été fait à ses ancêtres. Est-ce que de cette situation, honorable, on peut avoir quelques retombées positives, par exemple, que cela ait le mérite de le peuple Sawa, de remettre en ordre l'élite qui semble s'égarer un peu, l'élite Sawa qui est dans des errements, des errances, dans des couloirs où on ne devrait pas retrouver des élites. Vous savez, le peuple Sawa... Vous avez dit le peuple est en train de se ressouder. Je vais d'abord commencer par vous dire, le peuple Sawa, c'est les gueulards. Je pense qu'il y a... vous avez forcément, dans votre vécu, constaté
que des jeunes, dans un élan de colère, se sont pris à leur chef violemment sur le plan verbal, n'est-ce pas? Donc chez nous, on a la capacité à dire c'est mal fait. On te le dit droit dans les yeux. Chef ou pas chef, et si ça ne va pas comme il faut, on considère qu'on vit. Parce qu'en fait, c'est ça les Sawa. C'est que nous sommes des guerriers dans l'âme. Si on estime que vraiment, toi, tu n'arrives pas, j'ai écouté l'intro qui est passé là. Oui, l'édito de Michel Lobetame. Oui. Et à la fin, je n'ai pas apprécié qu'il prenne position. Parce non, que, il n'a pas pris position, non, il a posé une question. Oui. Quand il parlait de chef chef Ebumbu, n'est-ce pas? Il se demandait si véritablement il était à sa place. S'il a la maîtrise des événements, Si il a le véritablement sentiment était à que sa ça... place. Non, pas qu'il soit à sa place. S'il est à la hauteur des événements en cours, s'il maîtrise les choses, est-ce que ça ne lui échappe pas? C'est Différemment de ce que vous pensez, c'est quelqu'un d'instruit. La personne ne remet en cause son instruction. Différemment de ce que vous si pensez, la situation ne lui échappe pas. Différemment de ce que vous pensez, c'est quelqu'un qui aime son peuple. La preuve en est, il est arrivé et il a fait la chaise vide. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Nul n'est parfait. Il peut aussi avoir accusé un certain nombre de laxisme. Mais toujours est-il qu'il reconnaît en lui qu'il est le gardien du peuple Ndjonjo. Héritier de Douala Manga Bel. Maintenant, dans ses méthodes, si vraiment il a failli, ce n'est pas en remettant en cause sa légitimité. C'est plutôt en étant autour de lui, en apportant autour de lui des personnes ressources. Parce que, quoi qu'on dise, le chef, il est l'administrateur, si on le veut comme ça, mais il a tout autour de lui des personnes ressources qui l'accompagnent dans la gestion du patrimoine, dans la bonne gestion du patrimoine et l'épanouissement de son peuple. Dire que est-ce qu'il a les qualités ou les clés en main pour gérer cette histoire? S'il a son peuple avec lui, il ira où il faut. Très bien. Est-ce que son peuple est avec lui? Son peuple est avec lui. Très bien. Ils ont fait la paix. On a des raisons d'être optimistes pour la suite. Et moi maintenant, je voulais dire quelque chose par rapport au peuple Sawa qui se ressource. Moi, je ne suis pas Douala. Je suis Sawa, mais je ne suis pas Douala. Je suis Vaurien et Odi. Mais le simple fait qu'il s'agit des terres Sawa et que c'est une façon de vivre qui devient récurrente au quotidien contre le peuple Sawa. Je me dis non, il faut arrêter ça parce que c'est injuste. On ne peut pas, moi qui le dis aujourd'hui devant vous, je ne peux pas arriver sur les autres parce que j'ai 3 milliards dans mes poches et enlever les crânes des parents des gens. Vous avez marché sur la tradition des autres. Non. Déjà que quand je vais dans des régions voisines, je me plie. Je m'en fous de savoir si je suis représentant du peuple des jeunes au Parlement. Avant tout, je suis un fils bantou. Nous avons nos aires culturelles là, au Cameroun. Le Grassfield, le Sawa. Alors on a même vu, honorable, je vous coupe pas la parole, le président Paul Biya qui enlevait les chaussures en entrant au Sultanat Bamoun. Vous voyez cette photo est assez parlante. Paul Biya pieds nus devant le sultan. Donc c'était un exemple de respect des valeurs traditions, des c'est traditions, clair. des cultures. Alors, mais est-ce que vous n'allez pas retirer le mot honorable qui a conspiration contre le peuple Je ne Sawa? le retire pas. Ah, vous le maintenez? Je le maintiens. Très bien. Parce que quand on regarde, écoutez, le langage de vérité est le seul langage qui sauve. Parce qu'à un moment, quand nous sommes comprimés, oppressés, on se pose la question de savoir est-ce que l'État qui est chargé de nous protéger est conscient que nous devenons une minorité à Douala? Ou quelqu'un viendra d'une région voisine, te dit ferme ta bouche. Tu as vendu, vous avez déjà fini de vendre les terres. Et le peu de maisons qu'il a là, il passe, il met le bornage, il coupe, il vient. Et quand bien même tu veux défendre, il va te porter plainte là-bas au commissariat. Et puis on te récupère. Et puis, toujours visant le mépris. C'est le mépris qui me pousse à croire qu'effectivement il y a conspiration. Parce que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on veut vraiment que le Cameroun devienne un chantier de guerre tribale où nous allons reprendre les fléchettes? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous on oublie, ou bien ce que certains oublient, c'est que si le Douala s'embrase, vos biens immobiliers vont en souffrir. Tout à fait. Vos revenus vont en pâtir. À un instant, de qui se moque-t-on?
Non, peut-être qu'on ne voit pas le danger venir. Ils ne voient pas le danger parce qu'ils se disent ça. Il y a un risque de guerre civile. Il y a un risque. Parce qu'à un moment, écoutez, le noir est un symbole de deuil. Et vous savez comment ça se passait à l'époque. Quand on veut aller en guerre contre des peuples d'à côté, on faisait d'abord certains rites. Croyez-moi sur parole, ce qui s'est passé, ou ce qui s'est encore passé après avec la journée en blanc, c'est ça. Très bien. Le peuple sawa se prépare. Et nous espérons, parce que je sais un truc, le président de la République est un sage. Et il aime tous les Camerounais. Je suis sûr de moi que de là où il est, ce qu'il voit, il n'est pas d'accord et va changer les choses. Très bien. Alors, Voilà c'est sur ce que cette moi, note je pense. d'optimisme qu'on va mettre un terme à cette intervention, non sans vous avoir chaudement remercié, honorable, d'avoir fait le déplacement sur notre média. Nous espérons les prochaines fois vous avoir encore avec la même verve qu'on vous connaît, honorable Guy Valentin Freddy. La même verve et le calme qui vous singularise. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert. Merci. Vous serez toujours la bienvenue à Ekila Radio et Télévision. J'espère que je serai de retour très bientôt. C'est votre maison, croyez-moi. Merci, ça me va trop au cœur. Je remercie toute l'équipe technique, toute l'administration d'Ekila Radio, tous les téléspectateurs qui ont pris de leur temps, de leur méga pour m'écouter, en espérant qu'ensemble, en l'unisson, nous saurons changer les mentalités de manière positive. Très bien. Donc, le Cameroun n'est pas un enfer. Le Cameroun nous appartient à tous et nous pouvons changer les choses. Très bien. Merci infiniment. Merci à vos auditrices, auditeurs. Vous ne quittez pas, téléspectateurs et téléspectatrices d'Ekila Radio. Dans un instant, ce sera la biographie qui nous sera proposée, bien sûr, ce passage obligé par Véronique Pondi. Et le temps pour nous de raccompagner l'honorable qui a été avec nous. Nos programmes se poursuivent. Après cela, ce sera le temps de la clôture. Merci à vous. Restez connectés. Bon retour, honorable. Du matin au soir. Vivez à fond. Vivez à fond les programmes d'Ekila Radio. Euromillion Monde sur Ekila Radio. Euromillion Monde, My Million sur Ekila Radio. Euromillion Monde sur Ekila Radio. Vivez la vie à fond. Vous enregistrez un single, un EP ou un album? Pour le lancement officiel d'Ekila Radio, Ekila Musique vous donne la possibilité de faire distribuer vos œuvres musicales sur des plateformes digitales légales et aussi votre adhésion gratuite à la SACEM. Et oui, contactez la team Ekila Musique à l'adresse mail oddsa@ekilaradio.fr et donnez-vous une chance d'être la nouvelle star de la musique de demain.